Avant de devenir un maître incontesté du cinéma, Martin Scorsese a connu des débuts très difficiles. Rejeté par les studios, très peu de moyens financiers, il était sur le point d'abandonner son rêve de devenir réalisateur, jusqu'à ce que le destin vienne enfin frapper à sa porte. Salut à tous, ça fait trop longtemps avec cette méga pause de l'été. Je suis très content de vous revoir et j'espère que vous avez vu ma dernière vidéo, ce documentaire sur les souvenirs. En tout cas, merci pour tous vos retours, je suis trop content, ça m'a grave touché. J'ai très hâte de vous montrer la suite parce que je vais pas m'arrêter là évidemment, parce qu'il y a plein d'autres projets qui sont en cours. Je vous prépare beaucoup de choses pour cette année et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Martin Scorsese, un grand réalisateur que vous connaissez probablement, qui a réalisé des chefs-d'œuvre comme Taxi Driver, Le Loup de Wall Street, Shutter Island, Les Affranchis, bref, quasiment que des pépites. Alors allons-y, c'est parti, et plongeons ensemble dans l'histoire de ce légendaire réalisateur, Martin Scorsese. Scorsese est né dans le Queens, à New York, comme Spider-Man. T'es courageux? Je peux savoir d'où tu viens? Du Queens! De parents siciliens, catholiques et traditionnalistes. Ses origines vont avoir un gros impact dans son cinéma parce qu'il va grandir dans le quartier italien de Little Italy. À cette époque, c'est vraiment un quartier avec une ambiance très typique et qui va vraiment marquer toute son œuvre. Par exemple, pour sa famille, les repas familiaux étaient vraiment sacrés. Et ça, Scorsese les a intégrés de manière magistrale dans ses films. Comme par exemple dans Les Affranchis, où chaque repas devient un moment de convivialité et de tension à la fois. Les origines italiennes de Scorsese ont influencé sa représentation des liens familiaux, de la loyauté et de la violence. Dans des films comme Mean Streets ou Casino par exemple, on explore vraiment les dynamiques de la famille et de la criminalité. Et comme je vous disais, il est issu d'une famille catholique. Et ça a vraiment nourri sa fascination pour la religion, la spiritualité et la culpabilité. Dans Taxi Driver ou encore La Dernière Tentation du Christ, Scorsese explore les tourments intérieurs de ses personnages à la recherche de rédemption. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que je suis un bon catholique? Est-ce que je suis bien à la place où je devrais être? Tout ça, c'est des questions auxquelles Scorsese s'efforce de répondre à travers ses œuvres. Et c'est des films qui viennent à nous questionner sur notre rapport à la spiritualité et la morale. Et pour revenir à ses débuts, à son enfance, Martin est un jeune homme asthmatique. Et ça nous fait déjà un point commun. Il ne peut pas faire de sport et du coup, ses parents l'emmènent régulièrement au cinéma. Il a à peu près 10 ans à cette époque-là et à chaque fois qu'il rentre à la maison, il se met à dessiner les propres films qu'il aimerait faire. Bon, je veux pas m'avancer, mais je pense pas qu'il ait dessiné Taxi Driver ou encore Le Loup de Wall Street à cette époque, mais c'est comme ça qu'il a commencé. Lui, il se sent accro au cinéma, il sait déjà où il a envie d'aller. Mais ses parents sont moyens fans de l'idée. Surtout son père. Et pourquoi tu perds ton temps avec ces films? Concentre-toi sur tes études. Eh oui, ses parents, traditionnalistes, voulaient qu'il suive une voie plus sûre. Ils voulaient même qu'il devienne un homme d'église. Et l'influence de ses parents a été quand même assez importante, puisqu'en 1956, alors âgé de 14 ans, il entre au séminaire dans l'espoir de réaliser le rêve de ses parents, devenir prêtre. Il aurait pu ne jamais devenir réalisateur. Malheureusement, les espoirs de ses parents tombent à l'eau car il est renvoyé quelques semaines plus tard à cause de son jeune âge. Après lui, ça le dérange pas trop, de toute façon, il avait d'autres projets en tête. Après des études de cinéma à l'université, Martin Scorsese s'est lancé dans la réalisation de courts-métrages. Et ses premiers courts-métrages ont reçu un accueil assez mitigé, il était vraiment dans un délire expérimental, son objectif c'était juste de se faire remarquer et de se faire un nom dans l'industrie. Ses premiers films ont souvent été projetés dans des cinémas expérimentaux ou dans des festivals de films d'étudiants. Bon, après il y a quand même quelques personnes qui ont été assez frappées par son audace et la singularité de sa vision artistique. Ils ont reconnu son talent pour la mise en scène et le storytelling. Et là on peut reconnaître que les mecs ont eu quand même le nez fin. Après, en parallèle à ça, il y a quand même d'autres personnes qui ont trouvé que ces films étaient trop expérimentaux, trop avant-gardistes, trop bizarres. En tout cas, tout le monde était d'accord pour dire qu'il avait quand même une vision très originale du cinéma. Mais quoi qu'il en soit, ses œuvres étaient quand même grandement considérées comme des expérimentations artistiques plutôt que comme des films grand public. Ses premiers pas dans l'industrie du cinéma ont été très difficiles. Les studios étaient clairement pas prêts à prendre des risques sur un jeune réalisateur peu connu. Mais c'est pas pour ça qu'il s'est laissé abattre. Il a continué de travailler très dur et de peaufiner son style. Après ses études, tout ce qu'il voulait c'était passer derrière la caméra. Mais ses débuts ont été évidemment très difficiles parce qu'il manquait de soutien et de financement pour ses projets. Les portes se sont fermées petit à petit devant lui, comme quoi même les meilleurs, et surtout eux d'ailleurs, connaissent aussi des grosses galères. Et à force de travail, il a réussi à enfin un jour sortir son premier court-métrage, Who's That Knocking at My Door. Le projet c'est à la base un film de fin d'études qui tourne en 35 mm avec un tout petit budget d'environ 30 000 $. Avec une équipe très réduite, il commence le tournage de son premier film, notamment avec Harvey Keitel, à l'époque encore inconnu. Mais le projet ne plaît pas du tout au professeur de cinéma de Martin Scorsese, et il l'encourage alors à réécrire le scénario et développer davantage son personnage principal. Il refait alors totalement la structure narrative du film, et le film, rebaptisé Who's That Knocking at My Door, est présenté au New York Film Festival. Et c'est ce premier film qui signe le début d'une longue collaboration avec sa monteuse, Thelma Schoonmaker, qui s'occupera par la suite de tous ses films. Petit clin d'œil, il apparaît dans le film et fait même jouer sa mère dedans, chose qu'il refera dans beaucoup de ses films jusqu'au décès de cette dernière. Pour joindre les deux bouts, Scorsese travaillait comme monteur de films, coupant et assemblant des séquences pour d'autres réals. Monteur, puis ensuite assistant réal du film Woodstock en 1969, il devient en 1970 monteur pour Warner Bros.
Et là-bas c'est génial, il touche vraiment à tout. Montage, écriture, réalisation, c'est le job parfait pour lui. Il poussait même à la production pour que des petits films indépendants puissent se faire. Tout ce qui comptait pour lui, c'était que des films se fassent. Et ça c'était génial pour lui, mais malheureusement c'était pas assez. Il sentait vraiment qu'il était en train de stagner, quand tout à coup... Il rencontre à la Warner le producteur Roger Corman, qui lui propose la réalisation de son premier film hollywoodien, Bertha Boxcar. Et Roger, c'est le mec qui a lancé les plus grandes stars du milieu à l'époque. Francis Ford Coppola, James Cameron, Jack Nicholson, bref le mec est une pointure. Et c'est ce mec-là qui lui a donné sa chance pour réaliser son tout premier film. The first film he did for me, we were shooting on location in the American South, and I think it's a tribute to him that he was able to adapt to the South, but he's really at his best when he reflects the city he truly knows. Le petit souci, c'est que Roger adore le trash et les trucs non conventionnels, et il insiste pour que Martin Scorsese inclue plein de scènes de sexe dans son film. Mais en tant que bon catholique, le sexe, pour Martin, c'est pas possible. À la place, on va mettre des mecs qui se tranchent la gorge. Ça a aucun sens. Ouais, Martin n'est pas trop fan du délire et il préfère mettre des scènes de violence à la place des scènes de sexe. Il arrive pas vraiment à imposer son style et au final, le projet qu'il rend est pas du tout à son image. À tel point que John Cassavetes lui dit « Écoute mec, tu viens de passer 1 an à faire de la merde, en tout cas maintenant, te laisse pas formater par les grands studios et laisse exprimer ta créativité personnelle. » Et maintenant, on est au début des années 70. Martin Scorsese a un projet de film vraiment très personnel. Il veut raconter une histoire inspirée de son propre vécu dans le quartier de Little Italy. Il cherche alors un acteur pour incarner le personnage principal de son prochain film. Malheureusement, il ne trouve personne, jusqu'à ce qu'il entende parler de ce jeune acteur prometteur à Hollywood, appelé Robert De Niro. Scorsese avait assisté à une projection du film Bang the Drum Slowly et il avait été impressionné par la performance de De Niro. Et il avait tout de suite compris que c'était l'acteur parfait pour incarner Johnny Boy, le personnage de Mean Streets, un homme impulsif et autodestructeur. Alors ils se rencontrèrent pour discuter du projet et c'était évident alors pour Scorsese qu'ils partageaient une vision artistique commune. De Niro était fan du script et voulait absolument s'investir à fond dans le film. Et le tournage de Mean Streets a été une expérience intense pour ces deux mecs. Ils ont une collaboration vraiment étroite qui leur a permis de créer un personnage complexe et mémorable. Et le film a été acclamé par toute la critique. Réalisation audacieuse, exploration des thèmes de la loyauté, de la religion et de la violence. Et la réussite de ce film a ouvert la voie à une collaboration qui dure encore aujourd'hui entre De Niro et Scorsese. Ils ont continué à travailler ensemble sur plein de films légendaires, comme Taxi Driver, Raging Bull, The King of Comedy et encore Goodfellas. Et tous ces films ont contribué à faire de De Niro et Scorsese un des duos les plus iconiques du cinéma. Leurs nombreux partenariats ont été récompensés par plein de prix, notamment plusieurs Oscars. Raging Bull s'est souvent cité comme un des plus grands films de tous les temps, et Les Affranchis comme un des chefs-d'œuvre du genre gangster. Au-delà de leur partenariat artistique, Scorsese et De Niro sont devenus de véritables amis, et ils se sont mutuellement soutenus tout au long de leur carrière, comme on peut le voir à travers cette image très émouvante des deux hommes qui se soutiennent pour monter les marches du Festival de Cannes en 2023. La rencontre entre Martin Scorsese et De Niro, c'est un vrai chapitre doré de l'histoire du cinéma. C'est une association de talents qui a donné naissance à des films inoubliables et a laissé une empreinte indélébile sur le paysage cinématographique mondial. Et l'héritage de Scorsese ne se limite pas à ses propres films. Il a également joué un rôle majeur dans la préservation et la promotion du cinéma classique. En tant que fervent défenseur de l'histoire du cinéma, il a fondé la World Cinema Foundation et a restauré de nombreux films oubliés, en préservant ainsi l'héritage cinématographique mondial. Et malgré son succès dans les années 90 notamment, il n'a pas arrêté de produire des chefs-d'œuvre pour autant. Notamment avec Le Loup de Wall Street ou encore The Irishman, qui ont permis de montrer que Scorsese n'avait rien perdu de son génie et de son pouvoir de captiver les foules. En tout cas, son influence sur le cinéma contemporain est indéniable. Il a inspiré plein de réalisateurs à repousser les limites du storytelling et de la technique cinématographique. Voilà, vous connaissez maintenant l'histoire de Martin Scorsese, un réalisateur qui a su traverser le temps en surmontant divers obstacles et devenant ainsi une icône du cinéma mondial. J'espère que cette vidéo vous a passionné parce que c'était vraiment super intéressant de la raconter, parce que franchement son œuvre est vraiment incroyable et je vous invite à regarder ses films si vous les avez pas vus. D'ailleurs je crois que ce soir je vais m'en refaire quelques-uns parce que ça m'a bien donné envie de les revoir et je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo.